La Lune, c'est notre satellite naturel. C'est quand même un objet qui est assez éloigné, hein. C'est en moyenne à 380 000 km de la Terre. On a déjà pu explorer notre satellite naturel, notamment avec les missions Apollo. La première fois, c'était pendant la nuit du 20 au 21 juillet en 1969. Et là, l'idée, c'est de réitérer l'exploit avec le programme Artemis, donc on pourra en parler un petit peu plus en détail. Et l'objectif final de cette mission, c'est notamment de mettre une sonde en orbite autour de notre satellite naturel et aussi de mettre à la surface de la Lune une base lunaire et que cette base puisse communiquer avec la sonde spatiale en orbite et pouvoir faire le relais vers la Terre. Donc là, je suis accompagné de 3 étudiants fraîchement diplômés, parfois, ou encore d'études, avec Alexandre Chazelle, Pierre-Louis Bazin et Clara Aubry. Et je vais faire juste un petit tour de table, comme ça tout le monde va pouvoir se présenter. Et on va commencer par Alexandre. Alors, merci Tristan, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Alexandre Chazelle, je suis doctorant en droit des activités spatiales à l'Université de Toulouse. Je suis rattaché à la chaire Sirius et je bénéficie aussi d'un financement du CNES qu'il me faut d'être là. Et accessoirement, ma thèse porte sur le droit de la Lune et de l'espace extra-atmosphérique à l'heure des accords Artemis. Donc c'est un peu sur la mutation de la régulation des activités spatiales. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Pierre-Louis Bazin, je suis actuellement en 3e et dernière année d'école d'ingénieur à Centrale Supélec, où je suis spécialisé dans l'énergie, donc plus précisément les ressources énergétiques et la production d'énergie, et j'envisage de poursuivre dans la recherche à la fin de mes études. Bonjour à tous et à toutes, je suis Clara Aubry, très fraîchement diplômée pour ma part de l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers, donc dans le domaine des énergies. Et je viens de commencer à travailler il y a quelques jours, justement dans le domaine de l'énergie au service de l'aviation. Et moi, donc c'est Tristan Decker, je suis planétariste, je pilote et j'anime le planétarium optomécanique du Musée de l'air et de l'espace. Et je suis chargé de médiation scientifique en astronomie. Et je commence une nouvelle thèse sur l'origine et les évolutions technologiques et géographiques des planétariums et leurs impacts sur le métier de planétariste. Alors maintenant, on va poursuivre dans le vif du sujet. Et en fait, la question qu'on peut se poser, c'est si on a déjà exploré finalement la Lune il y a quelques décennies maintenant, pourquoi on veut retourner sur la Lune ? Et on va commencer avec Alexandre pour les différents éléments de réponse. Alors oui, vaste question, parce qu'a priori, quand on dit pourquoi retourner sur la Lune, a priori, on y est déjà allé il y a quelques années. Vous le savez tous. Donc, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui mériterait ? Pourquoi est-ce que des rovers ne seraient plus suffisants aujourd'hui ? Je pense que la réponse peut se faire sur 3 axes. Déjà scientifique, enfin, y aller pour faire de la science. À mon avis, il y a vraiment un véritable aspect. On peut penser au pôle sud ou étudier les roches lunaires, ou peut-être aller sur la face cachée de la Lune pour poser des télescopes. Ça peut être juste des pistes, mais je pense que vous aurez peut-être plus d'éléments là-dessus. Donc ça peut être le premier élément et celui de meilleure foi. Après, il y en a 2 autres qui sont peut-être plus critiquables et on peut changer de perspective. Il y a un aspect de puissance, évidemment, pour les États. Les États-Unis ont gagné la course à l'espace. Manifestement, ils veulent remettre leur coupe en jeu. Les Chinois sont ravis de participer à la compétition. Donc il y a une véritable course pour y arriver. Et toutes les premières n'ont pas été faites. Donc ça, c'est vraiment un point intéressant. On a envoyé le premier homme, mais il y a plein de catégories. Il reste une femme à envoyer, il reste une seconde nationalité à envoyer, il reste une personne de couleur à envoyer. Les États-Unis voudront faire certainement toutes les premières avant que les Chinois puissent y arriver. Ça peut aussi être le sens du programme Artemis. Par exemple, pourquoi une coopération aussi forte avec les Japonais ? C'est quand même pas si mal d'envoyer un Japonais avant un Chinois. Ça renvoie les Chinois à la troisième personne. Donc ça, c'est le second aspect politique. Et le troisième, qui est peut-être plus obscur et qui peut un peu relever de la science-fiction aujourd'hui, mais je pense qu'on y arrivera assez vite. Enfin, même si de manière assez mesurée, et il faut
raison gardée, c'est un aspect économique. Si vous prenez des rapports, on voit que l'ISRU, exploitation des ressources in situ, on peut avoir par exemple du refueling en orbite. Il y a des projets qui commencent à se monter et la Lune est un accélérateur économique. Donc on a ces éléments-là immédiatement scientifiques, sur du moyen terme, à 30 ans, 2030-2040 sur de l'aspect politique, avec les premières, et peut-être 2050 pour des activités économiques. Mais là, moi, ça reste un peu je sors un peu de mon domaine de compétences pour donner une date précise là-dessus. Donc pourquoi retourner sur la Lune, je sais pas, mais eux le savent. Alors, est-ce que vous voulez peut-être rajouter quelque chose ? C'était peut-être pour développer sur l'aspect scientifique, alors qui, moi, m'intéresse un peu plus. Pourquoi on voudrait retourner sur la Lune ? Tu parlais du pôle Sud. Alors, ce qui est intéressant au pôle Sud, c'est que c'est une zone, donc on a vu que la Chine y a été, l'Inde s'est récemment posée aussi avec Chandrayaan 3. Pourquoi on va dans cette zone-là ? Alors, le pôle Sud en particulier est une zone où on a détecté des traces d'eau, alors en tout cas d'hydrogène. On a envoyé depuis 2009 une sonde, le Lunar Reconnaissance Orbiter, qui a permis justement d'étudier cette zone, d'y trouver des traces d'eau, d'étudier la géographie également. Dans cette zone, on a en particulier des cratères qui vont être quasiment en permanence ombragés, donc ce qui va notamment permettre à de l'eau solide, de rester à l'état solide, puisqu'on ne trouve pas d'eau liquide ou gazeuse sur la Lune. Et donc, d'un point de vue scientifique, on pourrait aller étudier, en tout cas prospecter un peu plus précisément ces gisements-là. Alors pourquoi l'eau ? Déjà pour une mission, pour les besoins physiologiques, on aurait besoin d'eau pour les humains, mais c'est peut-être pas ça principalement la raison pour laquelle on irait prospecter les ressources en eau. C'est aussi pour les carburants. Alors peut-être que Clara, tu as des choses à dire là-dessus. Oui, absolument. Donc il y a l'aspect énergie qu'on retrouve très vite. Alors si je peux rajouter juste quelque chose, pourquoi retourner sur la Lune, mais pour le challenge aussi. Je pense que c'est important de le préciser. Et aussi, dans un second temps peut-être, il ne faut pas oublier que les technologies qu'on développe pour aller dans l'espace, pour l'explorer, elles ont aussi des retombées sur les technologies qu'on peut exploiter sur Terre. Et voilà, je pense que ça fait partie aussi des éléments qu'on peut retenir de pourquoi repartir sur la Lune. Et donc pour rebondir sur ce que tu disais, Pierre-Louis, au sujet de l'eau, effectivement, aujourd'hui, le lanceur qui est envisagé par la NASA dans le cadre de la mission Artemis, le SLS, donc le Space Launch System, donc c'est un lanceur qu'on pourrait qualifier d'assez conventionnel, qui utilise donc des propergols, un oxydant, un réducteur, en l'occurrence de l'oxygène liquide et de l'hydrogène liquide. Et la présence d'eau sous forme de glace, en tout cas d'hydrogène glacé sur la Lune, permet d'envisager la possibilité de se poser sur la Lune et de développer un système, lequel, ça sortirait un petit peu de mon domaine de compétences, mais en tout cas, de trouver une façon de récupérer, de revaloriser cet hydrogène, cet oxygène qu'on a sur la Lune, pour pouvoir refaire des oxydants et des réducteurs, donc des propergols pour les fusées. Donc un enjeu assez intéressant. Alors merci pour ces précisions. Maintenant, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que la Lune, c'est quand même un milieu très hostile. Peut-être que, Pierre-Louis, tu peux nous donner quelques explications sur ce milieu. Et justement, c'est quand même un grand défi de vouloir construire une base lunaire à la surface de notre satellite naturel. Oui, alors tout d'abord, un des aspects sur la Lune, c'est la température. On va être exposé à des températures très extrêmes, donc plus 150 degrés Celsius le jour, jusqu'à moins 150, voire moins 200 dans certaines zones la nuit. Et ces périodes de jour-nuit, donc une nuit lunaire peut durer aux alentours de 15 jours terrestres. Donc il faut avoir des équipements qui soient adaptés pour résister et tenir en fait dans ces longues périodes de froid ou longues périodes de chaud. Un autre aspect, c'est la poussière lunaire, qui, donc, lorsqu'on va se poser sur la Lune, ces poussières vont être soulevées. C'est des éléments très abrasifs qui vont représenter en fait un élément
comment dire, pardon, magnétique, c'était pas le terme que j'avais en tête, non, mais ça, enfin, en tout cas, ça va abîmer les matériels, voilà, corrosif, abrasif, qu'il faudra donc prendre en compte pour, en fait, sur l'efficacité des équipements qu'on utilisera. Un dernier point aussi lié, alors là plus à l'exploration, c'est que la géographie lunaire est assez escarpée, donc on a beaucoup de cratères et on ne pourra pas se poser n'importe où, voire aller explorer n'importe où. Donc il y aura un vrai challenge et des choix importants à faire sur le positionnement de la base. Voilà. Alors oui, forcément, il va falloir essayer de déterminer le meilleur emplacement pour déterminer la position exacte de cette base. C'est un peu ce qu'on fait d'ailleurs des missions spatiales en général, quand on veut poser notamment des robots, et c'est ce qu'on fait sur Mars. Souvent, il y a des compétitions pour choisir différents sites. Alors souvent, on les utilise surtout pour des objectifs scientifiques. Là, ce sera plutôt pour des objectifs peut-être un peu plus pratiques. Mais c'est vrai qu'il y a une compétition qui rentre en jeu pour essayer de déterminer le meilleur emplacement. Et du coup, la question qu'on peut se poser, notamment dans le cadre de la Lune, c'est est-ce qu'on a déjà une idée du dimensionnement un petit peu de la base qu'on pourrait imaginer, ou s'il y a déjà des petites compétitions ou des projets qui sont proposés pour avoir différents modèles de base. Alors peut-être avant de tout de suite lancer sur quel modèle de base, en fait tout le design à la fois la mission et des équipements qu'on va utiliser, donc notamment la base, vont dépendre de quel type de mission on va faire. Donc par rapport aux missions Artemis, donc dans un premier temps, hein, Artemis 1, je le rappelle, donc c'est simplement envoyer un vaisseau en orbite autour de la Lune. Artemis 2, on sera en orbite autour de la Lune, simplement avec donc un équipage, et c'est seulement à partir d'Artemis 3 qu'on se poserait sur la Lune pour y rester. Alors peut-être qu'Alexandre, tu as une durée autour de 6 jours, je crois. Alors j'ai pas la durée en tête du tout. C'est le Artemis 3, c'est le retour, et à partir de Artemis 5, c'est là où ça devient vraiment intéressant, où on a vraiment le retour avec des bases semi-permanentes, enfin théoriquement. Après, ça dépendra aussi des financements du Congrès américain, financement constant, quoi. Donc, bon, pour conclure, on n'est pas tout de suite sur une base installée sur la Lune, et donc selon le type de mission, on n'aura pas les mêmes besoins. Où est-ce que je voulais en venir ? Donc, c'est important en fait de définir précisément un scénario de mission. Alors, c'est quelque chose que j'ai pu faire dans le cadre d'un petit projet avec mon école. On a travaillé en fait à l'établissement d'un scénario et à la réponse en fait aux besoins de cette mission. Et donc le scénario qui a été choisi, ça a été d'envoyer 8 astronautes sur une base donc permanente pour étudier, comme j'en parlais avant, les ressources au pôle sud. Et donc on a exclu de l'étude tous les aspects de transport, donc comment on va sur la Lune, et de construction de la base. Donc on imaginait que nos astronautes étaient installés sur une base toute prête. Donc comment on va designer notre base ? Il va falloir utiliser différents systèmes pour répondre donc aux besoins. Alors un des premiers, c'est l'aspect thermique. Quand on est dans l'espace, contrairement à sur Terre, on n'a pas de convection, donc les échanges thermiques avec l'environnement extérieur vont être beaucoup plus complexes. En fait, ils vont être basés que sur les radiations. Donc on va devoir utiliser des matériaux particuliers pour isoler notre base, soit capter suffisamment d'énergie ou l'évacuer. Et donc le design de la base va être impacté par l'endroit où on va se poser. Donc si on se met au niveau de l'équateur lunaire, on aura des températures peut-être plus chaudes par moment. On peut essayer de chercher au pôle des zones où on aurait aussi de l'ombre permanente ou des éclairements quasi permanents qui vont donc simplifier le dimensionnement thermique de la base.
Alors, une des possibilités qui est envisagée pour les bases, c'est de faire des différents modules, donc des espèces de petites bulles, voilà, avec chacune différentes fonctions. Et donc, comme je disais, il faut les isoler. Une des possibilités qu'on a, ce serait donc d'utiliser aussi le régolithe lunaire. C'est quelque chose qui est évoqué, qui est plutôt avant isolant. Alors maintenant, ça pose des soucis de construction aussi. Voilà. Un deuxième aspect, donc pour le design, alors au-delà de la base, de quel système on a besoin, c'est les systèmes de survie. On va avoir besoin d'oxygène, d'eau, enfin d'oxygène, en tout cas d'air respirable pour les besoins de nos astronautes. On aura besoin d'éléments pour produire de la nourriture. Alors là, c'est aussi une question qu'on peut aborder. Hein. Qu'est-ce qu'on décide de produire sur place? Qu'est-ce qu'on décide d'emmener, en fait? Est-ce qu'avec un stock de départ, on peut utiliser suffisamment nos systèmes de recyclage pour tenir sur de longues périodes? Donc voilà. Et aussi, la durée de la mission va impacter les besoins sur les différents systèmes. Et une dernière chose que je vais évoquer, c'est au niveau des besoins pour l'exploration. Donc, on va avoir besoin de systèmes pour se déplacer sur la Lune, peut-être pour forer, récupérer des ressources. Et donc, là aussi, le positionnement de notre base va impacter les besoins. Donc, est-ce qu'on sera loin des zones à explorer? Donc, est-ce qu'on aura des longs trajets à faire? Est-ce qu'on sera dans des zones escarpées qui seront complexes à explorer? Dans les cratères au pôle sud, on va avoir des pentes qui peuvent aller jusqu'à 30 degrés. Donc, ce sera parfois assez complexe d'aller explorer là-dedans. Voilà, il faudra être inventif. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter. Alors oui, on comprend bien la complexité de construire une base sur la Lune. Hein. On a besoin de différents modules. Il y a différents besoins de ressources. C'est vrai que quelque chose de basique, c'est que si on envoie des astronautes sur la Lune, faut bien qu'ils se nourrissent. Donc voilà, c'est pas quelque chose à négliger. Et forcément, tu disais que dans ton étude, tu avais un peu négligé l'aspect transport. Peut-être que Clara, tu peux nous en dire un peu plus de savoir si on doit construire une base lunaire. On va pas trouver tous les matériaux directement à la surface de la Lune, donc il va certainement falloir faire quelques allers-retours si on veut petit à petit construire une base sur notre satellite. C'est ça. Enfin, de mon humble point de vue, si on adopte un petit peu l'esprit cycle de vie d'une base lunaire, il faut déjà construire des modules sur Terre. Une fois qu'ils sont construits, donc ça requiert de l'énergie, une fois qu'ils sont construits, il faut aussi les amener sur place, les assembler sur place. Ensuite, on peut rentrer dans la phase d'exploitation de cette base. Donc la phase où voilà, tout est installé, on vit dedans, on a besoin de ressources, on explore la Lune, on mène des missions scientifiques, etc. Il y a même une autre question qui m'intrigue beaucoup. Je pense que je ne suis pas la seule. C'est la dernière étape du cycle de vie, c'est la fin de vie. Et qu'est-ce qui se passe le jour où on n'exploite plus cette base lunaire? Donc, je suis en train de tirer de moyenner, mais je vais revenir. Le jour où on n'exploite plus la base, est-ce qu'on la démantèle? Qu'est-ce qu'il en sera? Est-ce qu'il y aura des réglementations à terme sur les déchets spatiaux? C'est déjà une question qu'on se pose au sujet de l'énorme ceinture de déchets qui est en orbite autour de la Terre. Donc voilà pour l'aspect cycle de vie, qui soulève des questions. Sur le transport, effectivement, une fois qu'on aura dimensionné la base, combien d'allers-retours faudra-t-il faire? Quelles énergies faudra-t-il envisager d'utiliser, et ressources, déjà sur Terre pour construire les modules qu'on va assembler ensuite sur la Lune? Tant de questions qui sont en suspens. Au sujet de l'énergie pour le transport, comme j'en parlais un tout petit peu plus tôt, le lanceur qui est envisagé, le SLS, envisagé par la NASA, utilise de l'oxygène et de l'hydrogène liquide. Donc une énergie chimique, une énergie de propulsion chimique. Est-ce qu'à terme, on aura d'autres systèmes énergétiques de propulsion? Est-ce qu'on pourra faire de la propulsion nucléaire, alors nucléaire thermique? Est-ce qu'on utilisera les réactions nucléaires pour produire de la chaleur et utiliser cette chaleur pour en extraire une énergie propulsive? Ou alors nucléaire électrique? Est-ce qu'on vient produire de l'électricité grâce aux réactions nucléaires, ioniser un gaz, donc le transformer en plasma, l'utiliser pour propulser les fusées? Beaucoup de questions qui sont en suspens et qui finalement vont être clés pour savoir aussi où baser la base, où positionner la base sur la Lune, parce qu'il faut bien qu'on ait l'énergie suffisante pour se déplacer et la positionner là où on aura trouvé la position optimale à la surface de la Lune.
Et donc ensuite, le deuxième aspect de transport, Pierre-Louis en parlait, c'est se déplacer à la surface de la Lune. Ça va aussi, il y a aussi un besoin d'énergie pour alimenter le rover lunaire. Alors c'est pareil, la NASA a lancé un projet de LTV, donc Lunar Terrain Vehicle, et dans ce contexte a proposé un concours. Ils ont diffusé un cahier des charges, voilà, ils ont exigé que le véhicule soit électrique, qu'il puisse être aussi piloté en mode autonome, c'est-à-dire sans personne à bord et simplement télécommandé, entre guillemets, qu'il puisse explorer le terrain lunaire avec toutes ses contraintes, donc voilà, les pentes, les micro-cratères, le risque aussi d'être percuté par des micrométéorites. Parce que on parlait de l'hostilité du milieu. Donc il y a effectivement le régolithe lunaire qui est extrêmement abrasif, corrosif, voilà. Il y a aussi le fait que c'est pas la même constante de gravité sur la Lune. C'est aussi quelque chose qu'il faut. On n'est pas habitué. On n'est pas habitué. Il faut aussi qu'on gère ceci. On est aussi soumis à un rayonnement qui est extrêmement dangereux, dont il faut s'isoler. Voilà, il y a tout un tas de contraintes. Il y a aussi quelque chose que j'ai découvert assez récemment, pour être très honnête, qui est le fait que les particules sur le sol lunaire, donc ces micro-particules de poussière de régolithe lunaire, eh bien, sont chargées. Elles sont chargées d'électricité statique. Et elles le sont plus ou moins en fonction de l'orbite qu'occupe la Lune autour de la Terre. En fonction de la zone du champ magnétique terrestre qu'elle traverse, eh bien, elle est plus ou moins chargée. Et dire que ce sol est chargé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça colle beaucoup plus facilement aux combinaisons des spationautes, que ça colle beaucoup plus facilement sur tout type d'équipement, dont les rovers, dont de potentiels panneaux solaires. Et là, ça devient problématique pour le rendement de ces systèmes. Donc voilà, beaucoup de questions. Et pour revenir sur le transport et sur le véhicule lunaire, eh bien, il va falloir aussi l'alimenter. La NASA exige qu'il soit électrique. Est-ce qu'on peut envisager d'autres solutions? Est-ce qu'on peut aussi produire un oxydant, un réducteur pour alimenter le réservoir de ces rovers lunaires? Voilà, c'est en suspens. Bon, si j'avais la réponse, j'aurais peut-être envoyé un CV à la NASA. mais voilà, une question pour le transport qui voilà, en tout cas, moi, m'interroge beaucoup. Oui, c'est vrai que le transport, ça va être quelque chose qui va nous occuper pendant pas mal de temps parce qu'il va falloir réussir à emporter tout ce qu'on veut, même si la mission est bien dimensionnée à la base. Et d'ailleurs, on peut se poser une question un peu moins technique d'ailleurs. Est-ce qu'on a le droit finalement de construire sur un terrain lunaire? Je crois que c'est pour moi. C'est plutôt pour toi. Alors la réponse est oui, non, mais oui et peut-être. Donc en soi, c'est une question qui est quand même assez doctrinale. Et en fait, la réponse va changer en fonction de où on se trouve sur le monde. Donc, si on se trouve aux États-Unis ou au Luxembourg, il n'y aura pas trop de problèmes, on dira oui, très clairement. Mais de l'autre côté, si on se retrouve dans des pays plus sensibles aux questions environnementales, ça va être plutôt non. Si on prend les pays scandinaves, ça va être quand même beaucoup plus compliqué. On a plusieurs interprétations du traité. Donc si on prend une lecture très stricte du traité de 67, donc c'est vraiment celui qui règle toutes les grandes questions spatiales, qui est le traité de 1967 sur le comportement des États dans l'espace extra-atmosphérique, qui est vraiment le cœur c'est la constitution du droit de l'espace. On prend l'article 2 qui interdit toute appropriation nationale. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est un peu la fin du jeu parce que comment est-ce qu'on fait pour poser une tente sans s'approprier le campement qui est en dessous? Mettre un rover, même mettre une base sur la Lune. Si on fait une interprétation stricte de ce principe, typiquement même les missions Apollo qui sont mal stationnées sur la Lune, elles s'approprient de manière au moins un peu indirecte le terrain qui est en dessous. Donc on a une vraie question là-dessus et on voit que le droit n'est pas dimensionné pour répondre aux besoins techniques aujourd'hui. Quand on parle même pas de space mining qui est aujourd'hui de la science-fiction, mais juste de base, enfin de missions scientifiques qui sont dans l'esprit du traité. Il y a une confrontation là-dessus. Donc les Luxembourgeois ont dit il n'y a aucun problème. En fait, c'est une ressource spatiale, donc c'est pas un corps céleste. Donc si on s'approprie une ressource spatiale, on peut s'approprier une ressource spatiale sans s'approprier un corps céleste. Donc c'est une opération de l'esprit. C'est intéressant. On peut avoir une interprétation américaine qui disent appropriation. Bon, au moins ça a le mérite d'être franc. Donc c'est le Space Act de 2015. On a les Émirats Arabes Unis, le Japon aussi qui ont suivi cette ligne. La France se pose la question aussi de la question de l'appropriation. Surtout avec la question des accords Artemis qui sont mon sujet de thèse. Donc
ou qui sont une forme d'accords pas tout à fait contraignants, qui ont été proposés au niveau international et qui disent, ils ont été signés par 32 pays, ça a augmenté il n'y a pas longtemps. Donc on a tous les alliés, toutes les puissances spatiales mondiales, sauf les Chinois et les Russes, sans grande surprise, et qui sont assez malins et toujours avec une interprétation qui est originale, qui dit, en fait, ils prennent le problème à l'envers, ils disent l'appropriation des ressources spatiales, alors de tête, doit se faire conformément à l'article 2 du traité de 67. Alors là, on se dit, mais attendez, je savais pas que le traité l'autorisait, mais apparemment, il faut le faire conformément à ça. Donc, il y a la porte qui est ouverte. Donc, est-ce qu'on peut poser une base sur la Lune et se la faire? Donc, a priori, je vais encore dire que je sais pas. Je vais pas apporter de grandes réponses, mais certainement que oui, l'interprétation doit évoluer d'un traité. Si on prend je vais parler les grandes théories d'interprétation du droit international, mais oui, on a une évolution qui a priori le montrerait. Mais on est vraiment sur les limites un peu de la connaissance juridique. Il y a un rapport du COPUOS, donc l'organe de l'ONU dédié au spatial, qui doit sortir et se prononcer là-dessus. Mais a priori, on peut être optimiste ou pas, mais certainement que cette question restera doctrinale et sera réglée par plutôt les ingénieurs à ma droite, plutôt que par les juristes. En général, on ne nous laisse pas trop choisir ce qu'il faut faire. Il y a l'article, le traité sur la Lune de 79 qui a été très 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 éloquent là-dessus et qui aurait pu régler beaucoup d'affaires, mais bon, très peu ou plus d'États l'ont signé, donc ça ce n'est plus une référentielle pertinent. Donc on reste vraiment sur le oui mais non, mais peut-être. Donc voilà. Ben, merci pour cet éclairage d'un point de vue un peu plus juridique et administratif. Donc là, on a surtout parlé de la base lunaire. Avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet d'un point de vue vraiment énergétique, peut-être que vous avez déjà quelques petites questions sur ce qu'on vient d'évoquer. Oui, j'avais noté quelques petites questions. Vous l'avez évoqué au niveau des météorites. C'est vrai que ça pose question. Il faudra que cette base lunaire soit construite pour se protéger. Parce que c'est pas comme sur la Terre, il n'y a pas l'atmosphère pour protéger. Donc je sais qu'à un moment, ils avaient parlé des tunnels de lave. Donc voilà, est-ce que c'est une option ou c'est totalement... Enfin, c'est pas pratique. On parlait aussi de quel rôle va jouer la Lune. Est-ce qu'on peut penser que ça pourrait être une étape vers Mars ou c'est complètement utopique? Parce que dans ces cas-là, la base serait non seulement une base scientifique, mais aussi une base de départ. Donc ça aussi, je pense que ça peut changer les choses. Et voilà, le reste, les questions étaient plus ou moins la question de la propriété. Et puis voilà, quelle énergie pour rétablir une certaine gravité pour ne pas, que si les astronautes restent très longtemps sur la Lune, qu'ils soient pas trop embêtés par ces problèmes de gravité. Merci. Je me permets d'apporter quelques petits éléments de réponse par rapport à la contrainte des météorites. Donc la contrainte, l'hostilité du milieu lunaire. Les tunnels de lave sont effectivement envisagés. Il est aussi envisagé de l'enterrer, de creuser sur place des trous ou d'exploiter les cratères qui sont déjà sur la Lune. Ça pose encore une fois une question. Pour creuser la surface sélène, il faut des moyens, il faut de l'énergie et il faut transporter du matériel. Bon, voilà. Une autre option aussi, qui est, en tout cas, j'ai lu quelques articles à ce sujet-là, c'est d'utiliser justement la ressource principale sur place, la poussière lunaire, le régolithe, pour recouvrir les dômes qui seraient plus ou moins semi-enterrés ou au fond des cratères, les recouvrir de ce régolithe qui est présent vraiment en abondance sur certaines zones de la Lune, c'est plusieurs mètres d'épaisseur de poussière, pour protéger donc la base lunaire. Les tunnels de lave, effectivement, sont envisagés. Là-dessus, moi, je vais apporter une réponse qui va pas être technique du tout, mais en fait, une brique sur la Lune, ça coûte à peu près 2500 tonnes, enfin 2500 € le kilo, voire 10 000 selon le lanceur. Donc, en général, si on veut faire une base sur la Lune, je pense que la palette de briques à 1 million d'euros, ça peut être un peu, 2,6 millions d'euros, ça grève un peu un budget spatial. Donc en général, ce sera beaucoup plus, comme tu le disais, de l'impression 3D qui est envisagée. Airbus a déjà posé des brevets en ce sens-là. Donc certainement qu'il y aura des imprimantes 3D qui seront capables de le faire. Donc à mon sens, vraiment utiliser les
les grottes. Les tunnels de lave. C'est une très bonne option parce que juste financièrement, ça permet d'avoir un bouclier plus ou moins artificiel pour se protéger et éviter d'emmener son stock de briques. Et ensuite, sur votre deuxième question, on a la question de Mars. Et oui, absolument, si vous prenez toutes les communications des États-Unis sur le programme Artemis, il y a la Lune. Et après, il y a un petit truc rouge derrière. Donc, systématiquement, il parle de Mars. Et il y a un truc qui est intéressant sur la Lune, c'est que la gravité la gravité sur la Lune est à un tiers de celle de la Terre. Donc, c'est-à-dire que si on veut faire un lancement... Pardon ? Un sixième, d'accord. Bah, c'est même mieux alors, ça va encore plus dans mon sens. C'est que si on fait un lancement depuis la Terre, du coup on va avoir des frais de lancement pour l'orbitation qui vont être extrêmement élevés. Alors que si on part, comme vous en parliez, sur les ressources spatiales pour recharger une fusée, on va économiser les frais de décollage qui vont être du coup qui sont la principale dépense. Donc la Lune c'est penser déjà vers Mars parce que ce sera les infrastructures. Déjà c'est expérimenter les technologies, c'est expérimenter et mettre à disposition les infrastructures nécessaires. Par exemple il y a le gateway du programme Artemis, il y a qui devrait être une ISS autour de la Lune, et on a également les ressources spatiales, l'hydrogène dont vous parliez, qui pourrait servir. Donc, alors moi, je vous laisse les petites bouillies et les petites potions. Moi, je m'en occupe pas pour les fusées, mais on peut recharger une fusée grâce aux ressources, potentiellement si elles existent, parce que on n'a pas encore la certitude que l'eau soit en densité suffisamment importante pour recréer de l'hydrogène. Ouais. Ah ouais. Donc du coup, a priori, la Lune, c'est penser Mars déjà. Et si je peux compléter un petit peu sur finalement penser la Lune, c'est déjà penser Mars. Moi, j'ai pas mal étudié ce caillou un petit peu rougeâtre qu'est la planète Mars, avec notamment le robot Curiosity. Mais voilà, on sait que maintenant il y a le robot Perseverance, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on explore assez régulièrement. Hein. C'est un peu la banlieue proche du système solaire. Mais c'est pas du tout la même temporalité que ce qu'on va avoir sur la Lune. La Lune, voilà, on va mettre quelques jours pour y accéder. Mars, on met entre 6 et 9 mois. Donc c'est pas du tout le même temps de voyage. Et en plus, si on a une base à très très long terme sur Mars, ça veut dire que les astronautes vont devoir rester potentiellement longtemps sur la planète, notamment, on va dire, 1 an. Et gérer un astronaute pendant 1 an sur une planète aussi lointaine, ou gérer des astronautes sur la Lune pendant des temps qui seront certainement moindres, c'est pas du tout le même gap. Et tu en parlais très bien aussi d'un point de vue coût financier. Une mission comme Curiosity ou Perseverance est à peu près estimée à 2,5 milliards de dollars. Une mission de l'envergure d'envoyer vraiment des astronautes sur Mars, c'est un gap phénoménal financier. On pourrait estimer ça à 1000 milliards de dollars. Donc, pour le moment, il n'y a aucune nation qui peut se le permettre, encore moins des agences spatiales. Donc, il faudra forcément que ce soit une collaboration internationale avec une très forte volonté politique. Et vu le climat actuel, il va falloir attendre quelques années. Et en plus, notre priorité pour le moment sur Mars, c'est plutôt le retour d'échantillons. Et ça va déjà nous prendre une dizaine d'années de pouvoir ramener les échantillons que Perseverance est en train de trier sur Mars pour qu'ensuite ils puissent être ramenés sur Terre, parce que forcément c'est bien de faire des analyses in situ sur la planète, mais on le fait avec des technologies qu'on doit spatialiser, et ça nous donne certaines contraintes qu'on a un peu moins si on ramène les cailloux martiens sur Terre. Donc on pourra faire des analyses un petit peu plus profondes. Mais voilà, on s'entraîne à aller sur la Lune pendant que on ramène les échantillons martiens sur Terre, et ensuite on pourra peut-être envisager une mission martienne. Mais voilà, c'est vraiment des temporalités qui sont différentes. Une autre question peut-être sur la question des bases lunaires, où on enchaîne directement avec les énergies. On va enchaîner. Maintenant, on va aller un petit peu plus dans le vif du sujet, et forcément, on a parlé du dimensionnement un petit peu d'une base lunaire, les problèmes que ça engendre, notamment qu'il va falloir transporter certains matériaux, mais il va falloir se positionner sur quelle source d'énergie utiliser, et peut-être qu'on va
pouvoir en utiliser plusieurs et qu'il y en a certainement qui sont disponibles aussi à la surface de la Lune. Oui, donc effectivement, si on s'installe pour une longue durée sur la Lune, on va avoir besoin de systèmes de production d'énergie pour être autonome. Alors, une des questions, c'est qu'est-ce qui existe déjà, qu'est-ce qu'on fait déjà pour le spatial? La première qui vient à l'esprit, c'est l'énergie solaire, donc l'utilisation de panneaux photovoltaïques. Si on prend l'ISS par exemple, donc on sait que c'est une base qui permet de faire vivre 7 astronautes. On a une surface assez considérable de panneaux solaires, 2500 mètres carrés, ce qui correspond à un demi-terrain de foot, je crois, et qui permet de produire 100 kW d'énergie électrique. Donc, a priori, dans l'espace, c'est une énergie qui est abondante. On n'a pas d'atmosphère pour absorber les rayons du soleil, donc on pourrait avoir un peu plus d'efficacité. Sachant que voilà, un panneau solaire, la conversion de l'énergie reçue par le soleil à énergie électrique est d'environ 10 à 20% selon les technologies. C'est une bonne ressource d'énergie. Maintenant, le problème, c'est que c'est comme sur Terre, le problème de l'énergie solaire, c'est que c'est une énergie intermittente. Alors, selon l'endroit où on va être, encore une fois, sur la Lune, on n'aura pas la même ressource. Donc, comme je le disais, on a une alternance jour-nuit. Donc, durant nos jours lunaires, on aura une ressource solaire très abondante. Mais quand vient la nuit, qu'est-ce qu'on fait? On n'aura pas plus d'énergie solaire, donc il faudra des systèmes, soit un autre moyen de production, soit des systèmes de stockage. Donc ça, on en parlera peut-être un peu plus tard. Et un second problème pour les panneaux solaires, c'est celui des poussières qu'on a déjà évoqué, qui donc, au-delà du fait que nos panneaux au cours du temps vont se dégrader, c'est déjà le cas sur Terre, cet effet de dégradation va être amplifié par les poussières. Donc il faudra un entretien, il faudra remplacer ces panneaux, donc ce qui peut aussi avoir un coût sur le transport également. Oui. Donc, comme je disais, il nous faut une autre source d'énergie. Alors avant de passer au stockage, on a autre chose qui a déjà été envisagée, déjà utilisée, c'est le nucléaire, forcément. Alors, quand on parle de nucléaire sur Terre, on pense souvent aux gros réacteurs, à la fission. C'est pas la première méthode qui a été utilisée pour le spatial. Simplement, ce qu'on a d'abord utilisé, c'est la désintégration naturelle, en fait, des noyaux. Donc l'idée, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des générateurs thermoélectriques à radioisotopes. Donc on utilise cette dégradation. Des atomes vont émettre des rayonnements naturellement, donc des particules alpha, bêta, qu'on va utiliser pour chauffer le pôle d'un thermocouple. Voilà, c'est l'idée. Donc un thermocouple, basiquement, c'est avec une différence, en fait, un gradient de température, on va pouvoir créer un courant électrique, enfin une tension en tout cas, et obtenir de l'énergie. Donc ça, c'est une première méthode, et c'est utilisé par exemple pour les sondes lointaines. Donc si je prends par exemple les sondes Voyager qui sont, alors je crois que déjà sorties du système solaire. Oui, ça dépend un peu de la définition, mais oui, c'est ça, soit à peu près à 25 milliards de kilomètres. Donc c'est l'objet forcément créé par l'homme qui est le plus lointain dans l'espace. Voilà, donc en fait pour ces systèmes qui sont très éloignés du Soleil, en fait l'énergie solaire diminue grandement avec la distance. Et donc on a besoin de ces systèmes, donc c'est ça qui est utilisé. Alors c'est utile parce que ça permet ça tient très longtemps, mais c'est pas forcément le plus efficace. Donc on en vient à nos réacteurs à fission. Est-ce que ça a déjà été fait, alors des réacteurs à fission nucléaire, donc équivalent à ce qu'on a sur Terre, dans l'espace? Alors oui, ça a déjà été fait. Les États-Unis l'ont fait dans les années 60. Alors c'était un projet SNAP, donc système nucléaire de puissance. J'ai plus l'acronyme exact. Et donc ils ont envoyé un petit réacteur à fission en orbite autour de la Terre.
qui n'a pas fonctionné très longtemps, puisque, alors pas à cause du système nucléaire, c'est les systèmes électriques qui ont lâché avant. Les Russes ont également enfin l'Union soviétique en tout cas, a utilisé des systèmes similaires. Et donc la fission nucléaire, c'est quelque chose qui paraît idéal, parce que c'est une source d'énergie très dense. Donc avec peu de combustible, on peut produire beaucoup d'énergie. Maintenant, il y a différents problèmes. Déjà sur place, on a besoin en fait de toujours les mêmes problèmes, refroidir notre système. Donc là encore, il faudra des systèmes assez performants. Et le second problème, c'est comment on envoie notre réacteur dans l'espace, et en particulier notre combustible nucléaire, puisque on peut avoir des petits soucis, alors juridiques également. Qu'est-ce qui se passe si on a un accident, si notre combustible retombe dans des zones peuplées, ou si des personnes mal intentionnées essaient de récupérer par la suite le combustible. Donc voilà, je ne sais pas si tu as envie de... Ouais. Il y a des anecdotes marrantes, il y a deux anecdotes. Il y a l'anecdote de Cosmos 954, qui est le satellite soviétique qui avait une pile nucléaire et qui a eu la bonne idée de tomber sur le Canada. Donc ça fait une petite surprise, c'est qu'un objet balistique qui tombe avec une charge nucléaire. Bon, ça ressemble à un truc quand même pas très sympa. Et les soviétiques ont été d'assez bonne foi. Heureusement, c'est tombé vraiment dans le Grand Nord, et il n'y a pas eu de dégâts. Les soviétiques sont arrivés, et ce qui est très marrant, c'est que un peu avant, donc on est à la fin des années 70, en 72, on a la charte sur le sauvetage et la récupération des engins spatiaux. Ce qui est marrant, c'est que la charte est théoriquement dédiée aux astronautes, au sauvetage des astronautes. Ils ont droit à un article, et le reste est dédié vraiment à la restitution des engins spatiaux. Donc en soi, c'est extrêmement encadré. En soi, on doit le rendre en toute bonne foi à celui qui a fait tomber. L'astronaute, si on peut le sauver, c'est bien, mais bon, plutôt le module. Donc c'est vraiment ça qui est marrant. C'est vraiment l'attention qui est faite plus au module qu'aux gens. Peut-être juste pour conclure sur ces réacteurs nucléaire. Un des derniers projets de la NASA, c'est le projet Kilopower. Donc ils ont développé un réacteur à fission qui s'appelle Krusty, il me semble. Joli petit nom. Et donc qui permettrait de produire de 1 à 10 kW. Alors pour un ordre de grandeur rapidement, 1 à 3 kW, c'est la consommation d'un foyer sur Terre à peu près. Donc ça donne un ordre de grandeur de ce qu'on pourrait faire en fait un réacteur tel quel. Donc il me semble que le projet a abouti, hein, c'est prouvé que ce réacteur peut être utilisé. Maintenant, est-ce que ça le sera? On verra. Mais pour revenir en fait sur Terre, on a également des projets de miniaturisation des réacteurs qui ressemblent à ce genre de réacteur-là. Et donc, il me semble, voilà, dernier mot sur ce projet Kilopower, ce qui serait utilisé, c'est donc alors de l'uranium. Pour le fonctionnement du réacteur, on a besoin d'un fluide qui va transporter l'énergie thermique produite par la fission. Donc là, on utiliserait du sodium. Et ensuite, il faut convertir cette énergie thermique en énergie électrique. Et donc là, ce qui est envisagé, ce serait des moteurs Stirling. Donc, qu'est-ce qu'un moteur Stirling? Je ne sais pas si ça parle. C'est un moteur donc à cycle fermé. En fait, on va juste chauffer un gaz qui va suivre un cycle thermodynamique et donc créer un mouvement. Et on aura de l'électricité. Voilà. Contrairement en fait aux réacteurs sur Terre, donc pour la plupart, on a de l'eau pressurisée, de la vapeur d'eau. Donc ça, on va peut-être éviter de l'utiliser dans l'espace. Les hautes pressions sont peut-être un peu dangereuses. Donc voilà, ce serait ce genre de système qu'on privilégierait, mais qui sont pas forcément encore très efficaces. Voilà. Alors merci Pierre-Louis. Oui, on comprend bien finalement le problème de l'énergie solaire sur la Lune, hein, avec cette énergie intermittente. Mais c'est vrai qu'on pourrait aussi se poser la question, au lieu de remplacer par une autre énergie qu'on peut utiliser un petit peu en permanence, comme tu l'as très bien dit avec le nucléaire, peut-être qu'on pourrait essayer, pendant les jours lunaires qui sont très longs,
peut-être qu'on a beaucoup plus d'énergie disponible que ce qu'on va utiliser et on pourrait peut-être essayer de stocker le reste. Et il va falloir essayer de se poser peut-être la question du stockage de l'énergie et peut-être que Clara, tu as un petit mot à nous dire là-dessus. Oui, absolument. Alors, sur le stockage non seulement, mais aussi sur la distribution. Parce que produire de l'énergie, particulièrement de l'électricité, bon, on le sait, c'est vital pour la base lunaire, mais comment est-ce qu'on la déplace tout simplement de son point de production jusqu'à son point d'exploitation ? Sur Terre, on a la solution, c'est des câbles. Va-t-on les fabriquer sur la Lune ? Utiliser les ressources métalliques présentes sur la Lune ? Parce qu'il faut savoir que le régolithe présent sur place est composé en très grande partie d'oxygène, mais aussi de métaux, dont un petit peu de fer, un petit peu d'aluminium. Là encore, il faudra envisager une machine sur place pour récupérer ces métaux, potentiellement les transformer en câbles. Bon, ça me semble un petit peu compliqué comme ça, en prime abord. Alors, pour stocker l'énergie, sur Terre, on va dire, on a 4 grandes catégories. On a le stockage électrochimique, donc les batteries. La bonne vieille batterie plomb-acide qu'on a dans nos voitures, par exemple. Quel type de technologie chimique et aussi en termes de mécanique serait adaptée dans l'espace ? On a la chance d'avoir déjà des batteries sur certains satellites, sur certains télescopes spatiaux, et aussi sur l'ISS, qui est quand même un laboratoire en orbite autour de la Terre qui nous apporte beaucoup d'éléments de réponse à ces questions. Sur l'ISS, la technologie de batterie présente, enfin une des en tout cas, dont j'ai entendu parler, c'est la batterie nickel-hydrogène. Pourquoi pas ? Celle-là, en tout cas, a fait ses preuves sur l'ISS. Ceci dit, l'ISS est en orbite autour de la Terre. L'intermittence jour-nuit est beaucoup plus rapide. Donc la capacité de stockage des batteries exigée pour l'ISS est bien inférieure à celle dont on aurait besoin sur la Lune pour 15 jours de nuit et pour toute une base à alimenter. Donc est-ce que les batteries sont un système viable, sachant que c'est volumineux et que c'est lourd ? Je reviens sur l'étape transport. Est-ce qu'il faudra faire 5 allers-retours de plus, ne serait-ce que pour les systèmes batteries ? Ça semble un petit peu compliqué. Donc après l'électrochimie, on a les systèmes par gravité. Donc sur la Terre, ça prend son sens, avec une constante de gravité à 9,81, ça prend du sens. On remonte de l'eau dans les vallées, on construit des barrages et on utilise la gravité pour la faire redescendre et faire tourner des turbines. Bon, sur la Lune, ça semble compliqué, quand la gravité est un sixième inférieure à celle sur Terre. On a la gravité, on a l'électrochimie, on a aussi la cinétique. Alors, les volants à inertie en particulier. Donc, sur la Lune, on est dans le vide, dans le quasi-vide. Enfin, il y a très très peu de particules élevées, en tout cas à hauteur significative du sol. Ça pose un avantage majeur pour les systèmes tournants. Moins de frottement, pas de frottement en fait. Donc ça peut être intéressant de se dire on va faire tourner un volant inertiel, ça va être un rendement bien supérieur à celui qu'on a sur Terre. L'inconvénient de ce type de système-là, c'est que la restitution d'énergie se fait sur un laps de temps qui est très court. Donc là, on revient sur la contrainte de la nuit solaire. Est-ce que pour 15 jours, ça fonctionnerait ? Non, ça ne fonctionnerait pas. Sur Terre, on est sur de l'ordre de 15 à 20 minutes de restitution d'énergie. Donc on s'en sert essentiellement pour optimiser ou lisser une fourniture de courant, par exemple. Donc ça, voilà, le stockage d'énergie pose de vraies questions. On a l'électrochimie, la gravité et la cinétique, et on a une autre possibilité, alors qui est assez hypothétique et théorique aujourd'hui, c'est d'utiliser l'électricité statique présente sur la Lune, puisqu'elle est présente en abondance et qu'elle le sera particulièrement pendant les missions Artemis, puisque la Lune sera justement en train de traverser ce qu'on appelle la gaine plasmique du champ magnétique terrestre, donc elle sera vraiment chargée d'électricité statique. Est-ce qu'on peut récupérer cette énergie ? Est-ce qu'on peut utiliser ce qu'on appelle la triboélectricité pour récupérer et fournir du courant à la base lunaire ? Sur Terre, c'est une technologie déjà qui est très très peu mature. Donc la conquête spatiale et la conquête lunaire en particulier pourront peut-être accélérer la recherche à ce sujet-là. Bon voilà, ça semble un petit peu compliqué, mais il y a peut-être une piste. Et justement, cette électricité statique sur le sol lunaire, elle pose aussi un challenge majeur sur la distribution d'électricité si on part sur le système conventionnel. On transporte de l'électricité avec des câbles. Comment les isole-t-on de cette électricité statique présente partout sur le milieu lunaire ? C'est une question qui déjà se pose pour l'aviation hybride, qui va du coup être confrontée à des niveaux de tension beaucoup plus élevés. Quel type de gaine on peut mettre sur un avion ? Et il y a aussi la question de la masse, encore une fois, du transport initial. Plus c'est léger, moins c'est coûteux en énergie et en argent. Donc quel type de gaine on va pouvoir utiliser sur ces câbles ? Quel type de câbles ?
Va-t-on les laisser à la surface de la Lune alors qu'on sait qu'il y a des problèmes de rayonnement, de micrométéorites? Donc il y a produire l'électricité, il y a aussi la stocker pour faire face à ces 15 jours de nuit lunaire et la distribuer. Il y a beaucoup de questions en suspens, mais il y a aussi beaucoup de recherches, c'est rassurant. Et pour revenir un petit peu, pour rebondir sur ce que tu disais, il y a l'énergie électrique, il y a aussi l'énergie thermique. Il fait très chaud, très froid. On peut exploiter le très chaud, on peut aussi exploiter le très froid. Ça nécessite toutefois d'apporter aussi sur la Lune des fluides qui ne sont pas présents sur place ou tout du moins pas en quantité suffisamment abondante pour pouvoir les utiliser dans de bons vieux échangeurs comme ceux qu'on a sur Terre. Il existe un procédé, en tout cas voilà, qui est très sérieusement étudié, qui s'appelle le MRE, le Molten Regolith Electrolysis. Donc il s'agirait encore une fois d'utiliser cette fameuse poussière qu'on a partout sur la surface de la Lune, qu'on viendrait faire fondre dans un réacteur correctement dimensionné et constitué des matériaux adéquats vis-à-vis des niveaux de température qu'on va atteindre dans le cœur du réacteur, pour produire de la chaleur, non seulement, mais aussi de l'oxygène et des métaux. C'est comme ça qu'on arrive à extraire de l'oxygène de cette poussière lunaire. Donc c'est extrêmement intéressant, à mon sens porteur d'espoir pour ce qui sera possible de faire sur la Lune. Et il s'agirait là encore une fois, et c'est là le problème, d'utiliser les rayons du Soleil pour les concentrer grâce à un système de lentilles optiques, de les diriger vers le centre d'un réacteur, et exclusivement en son centre, sinon les matériaux ne résisteraient pas au niveau de chaleur atteint, de faire fondre cette régolithe, et donc voilà, par un système d'électrolyse, d'en récupérer de l'oxygène et des métaux. Donc quelque chose de très intéressant aussi, qui permettrait de produire de la chaleur, pourquoi pas alimenter un cycle vapeur, une machine Stirling, voilà. Plein de pistes. Et tu parlais du nucléaire, il y a la fission, mais pas que. Il n'y a pas que non plus la désintégration, il y a aussi la fusion. Encore une fois, ce n'est pas une technologie qui est mature sur Terre, mais il ne faut pas perdre d'esprit qu'il y a de l'hydrogène sur la Lune. Alors le jour où notre célèbre ITER fonctionnera, arrivera à montrer la maturité du procédé technologique pour faire rentrer en collision deux atomes et arriver à produire de l'énergie à partir de ça, pourra-t-on envisager de le faire sur la Lune? Et là, je reviens à ma démarche initiale. On a besoin d'aimants pour constituer le tore de ces réacteurs à fusion. Seront-ils suffisamment légers, suffisamment optimisés pour être transportés facilement sur la Lune? Oui, donc il y a beaucoup de questions qui sont en suspens, mais en même temps, il y a aussi beaucoup de projets de recherche qui essayent de voir un petit peu les différentes voies qui pourraient être utilisées pour répondre à ces différentes questions. Donc voilà, il y a beaucoup de questions, mais en même temps, ça permet de créer beaucoup de projets de recherche et il y a peut-être des solutions qui vont émerger et peut-être qu'il faudra essayer de trouver une solution un peu hybride entre voilà, ces différentes solutions. Alors, la question aussi qu'on peut se poser d'un point de vue un peu plus administratif ou juridique, voilà, dans les différents États, on a différents systèmes de distribution d'énergie, on va avoir différents opérateurs. Sur la Lune, comment ça peut se passer? Alors, ça me dit ce que tu me disais, je pensais à... On va pouvoir allier la ponctualité du spatial à la ponctualité du nucléaire pour un paquet de temps avant que ça arrive. Donc, tu me posais la question des modèles d'organisation qu'on pouvait imaginer. En fait, c'est presque une question de théorie des relations internationales ou d'organisation de l'ordre international qu'on pose. C'est que, en fait, c'est comment faire coopérer tout le monde sur une base lunaire. Et c'est pas gagné. Parce que si on peut prendre des modèles existants qui existent déjà sur les bases arctiques et antarctiques, je crois que c'est une base norvégienne qui s'en occupe, où la Norvège s'occupe un peu des fonctions vitales, et on a des bâtiments annexes avec, je sais pas, des laboratoires ou des dortoirs qui sont dédiés et qui sont aménagés à des fonctions spécifiques et qui sont gérés par des puissances polaires. Donc ça peut être un premier modèle, mais la question qui est vraiment derrière, c'est centraliser ou décentraliser. Est-ce qu'on centralise tout? Est-ce qu'on fait une base unique? Enfin, moi, je suis dans l'imagination, dans la prospective, je sais pas trop, j'ai pas d'éléments plus particuliers là-dessus. Est-ce qu'on met sur quelque chose de centralisé, ou ce serait uniquement l'ONU qui gérerait tout? Et bon, ça, ce serait peut-être le plus simple, mais c'est quand même le plus improbable. Donc un système centralisé, peut-être au niveau 1G, ce serait plus malin d'avoir un seul système vital, donc avec une seule énergie, un seul réacteur nucléaire au centre, et qui donne de l'énergie à tout le monde.
ça pourrait être un modèle assez intéressant. Donc l'eau, l'air se fournit. Ensuite, on peut imaginer un modèle un peu plus décentralisé, avec peut-être uniquement les fonctions vitales qui seraient mutualisées, et un éparpillement, peut-être un peu plus sur un modèle à la norvégienne, où on aurait fonctions vitales au centre, gérées peut-être par un État leader ou un État ou une organisation internationale, mais ça reste quand même assez utopique d'un point de vue relation internationale, qui pourrait centraliser ces fonctions et les répartir. Donc, admettons, on va avoir son télescope d'un côté, on va avoir la cantine de l'autre, on va avoir ce qui leur plaira, le pas de tir de l'autre côté. Donc ça pourrait être un autre modèle, j'imagine, de centralisation, ou peut-être ce qui s'annonce un peu plus avec les accords Artemis, c'est ce qu'on voit un peu se dessiner. Bon, je pense que vous n'êtes pas tous familiers avec la section 11 des articles Artemis, enfin des accords Artemis et le principe des conflictions, mais c'est vraiment un des éléments qui a fait vraiment couler le plus d'encre, c'est le concept de safety zone, qui est encore un peu sur la même logique que l'appropriation, où ils prennent les questions à l'envers et ils disent on va éviter de faire des conflits sur la Lune, donc du coup on va prendre le contrôle d'une zone. Donc du coup on reprend le raisonnement inverse, donc du coup vous allez vous donner la primeur d'une zone au hasard, peut-être sur un cratère du pôle sud, sur une crête du pôle sud particulièrement bien exposée, à côté d'un sol assez plat pour poser des fusées, avec un cratère lunaire à côté et une crête ensoleillée mais assez permanente. Donc là, ça pourrait être un élément. Et les accords Artemis montrent peut-être une polarisation par coalition. Donc on pourrait avoir une coalition artémisienne, de l'autre côté, on pourrait avoir une coalition ILRS, et peut-être une compétitivité, parce que ces zones technologiquement aujourd'hui habitables sont, je parle sous le contrôle, plutôt sur le pôle sud, et elles sont extrêmement rares. C'est quelques crêtes qui ont un ensoleillement. Il faut trois critères, hein. Un ensoleillement presque semi-permanent qui éviterait les nuits. Un cratère pas trop loin, parce que si on monte à 150 degrés, l'eau s'évapore, donc il faudrait être certain qu'il y ait de l'eau au fond du cratère. Et troisième élément, un pas de tir ou un endroit assez stable pour lancer du fusée. Et c'est extrêmement compétitif, et ces modèles énergétiques qu'on devrait penser, les Chinois et les Russes ont très envie d'y aller, et les Américains et toute l'équipe a aussi très envie d'y aller, et en soi on a identifié une seule crête a priori, qui est quand même très 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 performante, et ce sera un peu le premier arrivé, premier servi. Donc ce modèle-là pourrait être un peu un modèle de coalition. Je pense que c'est celui sur lequel on se dirigerait. Donc on aurait un réacteur nucléaire, j'imagine, un réacteur nucléaire américain et un réacteur nucléaire chinois qui ferait tourner. Et ensuite le plus utopique, qui serait un modèle complètement décentralisé, où chacun aura sa petite base avec son petit réacteur, ses petits panneaux solaires. Mais ça me paraît quand même, d'un point de vue politique, probable, et ce serait le moins compliqué, mais alors ce serait vraiment le chaos sur la Lune, à mon sens. Mais je pense que technologiquement ce serait irréalisable et extrêmement cher, mais ça, je pense que vous aurez des éléments mais c'est intéressant l'idée de centraliser la production d'énergie, ça pourrait être probablement plus efficace, mais en même temps c'est pas mal aussi d'avoir des redondances. Et là j'en reviens à ce que je connais le mieux, c'est-à-dire un avion. On est bien content d'avoir un système de secours quand le système principal tombe en panne ou dysfonctionne. Donc ça soulève une autre question aussi de stratégie de production et distribution d'énergie, en plus de la souveraineté énergétique sur la Lune, quoi. Le mot souveraineté arrive, chasser le naturel, il revient au galop. Oui, c'est ça. C'est un peu contaminant. Alors oui, forcément, on se rend compte que déjà une base, ça a l'air compliqué, mais si en plus on essaye d'en mettre plusieurs et qu'elles appartiennent à, on va dire, différentes nationalités, c'est extrêmement compliqué. Et du coup, est-ce qu'on peut peut-être imaginer un système un peu comme ce qui se fait sur Terre, des nations qui ont des monopoles, on va dire, de l'énergie, et qu'ensuite les autres nationalités qui viendraient pour leur ambition spatiale se stationner sur la Lune, qu'il y ait des échanges vraiment marchands de base pour, même s'ils sont pas sur une zone très intéressante de la Lune, pouvoir quand même acheter de l'énergie pour leur propre mission. Alors là, on combine la ponctualité du spatial, la ponctualité du nucléaire, et maintenant on va rajouter la ponctualité de la normalisation européenne sur le marché de l'énergie. Ça va être pour le coup une belle usine à gaz.
Là-dessus, on a la question du. C'est une question hyper intéressante et je n'avais pas du tout vu cet angle. C'est la question de la prolifération des technologies nucléaires. Il y a le TMP, donc le traité de non-prolifération, que nos amis russes ont quitté. Ça, c'est vraiment, c'est une petite parenthèse, mais c'est un point quand même très très anxiogène sur l'avenir de l'humanité. Les Russes qui quittent ce traité, qui s'en retirent. Il y a une question vraiment de diffusion de la technologie nucléaire. Donc il y a un deal, les puissances nucléaires partagent la technologie nucléaire aux autres États en contrepartie que ces autres États ne s'engagent à ne pas utiliser de propres recherches, notamment à vocation militaire. Donc ne pas monter avec un taux d'enrichissement, je pense, de contrôle au-delà de 20% qui aurait une vocation militaire. Donc ça c'est une vraie question, je n'ai pas la réponse, et elle est hyper intéressante. Donc a priori, ça tombe bien, en général, les puissances spatiales sont aussi les puissances nucléaires, donc matériellement on évite la question. Juridiquement, dans l'absolu, c'est une vraie question. Est-ce qu'une puissance non dotée, une puissance spatiale non dotée pourrait utiliser de l'énergie oui, elle pourrait, mais en termes de prolifération, il y a une vraie question là-dessus. Et j'ai pas la réponse encore. Mais du coup, on peut imaginer qu'on se dirige plutôt vers de grosses équipes de nations, plutôt que tout le monde y aille avec ses propres armes. Alors là, on a déjà fait un petit tour finalement des problèmes un petit peu énergétiques que pose l'établissement d'une base vraiment à la surface de la Lune. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir aussi si vous avez quelques questions sur les questions un peu plus énergétiques que sur les notions un peu de dimensionnement de la base. Et si vous avez après des questions un peu plus diverses, faut pas hésiter, on a encore un petit peu de temps. J'ai une question un peu stupide parce que il y a un pays qui s'appelle le Luxembourg qui s'est placé au centre de l'exploitation spatiale avec les États-Unis, mais bon, eux, ils ont un gros machin quand même, c'est un gros budget. Je sais que d'autre part, les Américains veulent développer un réseau commercial, aussi bien pour les télécommunications que pour le transport, etc., autour de la Lune. Et est-ce que, par exemple, un pays quasiment neutre comme le Luxembourg pourrait pas jouer quasiment neutre ne pourrait pas jouer un peu le rôle de dispensateur commercial des différentes productions énergétiques, qu'elles soient nucléaires ou pas, etc. Et ce serait même s'il n'est pas le producteur, il pourrait être, disons, l'agent commercial pour l'ensemble des acteurs lunaires. Merci pour la question, elle est vraiment hyper intéressante. Alors pour le coup, le Luxembourg, ils ont une stratégie spatiale qui est un peu différente en soi sur les États-Unis. C'est vraiment une dynamique industrielle. On va essayer de libéraliser parce qu'on a une industrie on a une demande. De l'autre côté, le Luxembourg, c'est plus une approche qui va dire un peu sur un modèle du paradis fiscal. On va dire on baisse les impôts, mais en contrepartie, on va avoir un retour. On va avoir plein d'entreprises qui viennent, même si elles payent beaucoup d'impôts. L'attractivité est intéressante pour le Luxembourg. Et avec le Luxembourg, du coup, ils peuvent se le permettre parce que s'il faut une attractivité spatiale. En soi, ils vont baisser le niveau de régulation et ils vont attirer des startups spatiales, mais ça ne pourra jamais devenir une puissance industrielle spatiale. Il y a des questions de budget, d'assurance et de responsabilité internationale. Tirer depuis le Luxembourg, c'est quand même compliqué. Il y a quand même beaucoup de voisins. Donc, a priori, le Luxembourg ne pourra pas venir. Mais la question est hyper intéressante. Je pense surtout aux Émirats Arabes Unis, en fait, qui sont un peu un pivot. Et eux sont partisans, ont signé les accords Artemis et participent au programme Artemis et participent aussi à l'ILRS, donc le pendant chinois. Et eux pourraient exactement, c'est vraiment une super question et qui montre que eux pourraient avoir un rôle stratégique de répartition si on avait une base lunaire qui pourrait être un peu un point d'intermédiation où l'énergie nucléaire, enfin l'énergie chinoise, admettons, ou l'énergie du pôle A, ou C, irait vers le pôle U. Donc ça pourrait être un peu un pôle, un point de médiation. C'est une très bonne, c'est hyper intéressant comme question. Donc du coup, je pense que les Émirats Arabes Unis ont un rôle à jouer là-dessus, parce qu'ils sont vraiment sur les deux aspects, ils pourraient le faire tout à fait. Ils vendent déjà de l'énergie. Hein. Ouais, ça ils maîtrisent, ouais. J'avais une question par rapport à la quantité de glace lunaire, parce que c'est celle qu'on utilise. Est-ce qu'elle est en assez grande quantité par rapport à tout ce qu'on voudrait faire? Et aussi, est-ce que c'est une ressource qui peut se reformer, c'est-à-dire que quand on a tout utilisé, ça y est, on a tout utilisé, ou est-ce qu'elle se reforme régulièrement? Mais je pense que déjà avoir la réponse.
Et justement, c'est un des enjeux de l'exploration lunaire, c'est évaluer la quantité d'eau et sa forme exacte à la surface de la Lune. Donc combien y en a-t-il? Je pense qu'on n'est pas nombreux à le savoir, pour ainsi dire aucun. Est-ce qu'elle est reformable du fait que la Lune soit quand même un corps céleste assez inerte, entre guillemets, hormis du point de vue électrostatique? A priori non, puisqu'elle est arrivée par des collisions précédentes d'objets, d'autres objets célestes, de météorites, etc. Donc a priori non, ce ne serait pas une ressource renouvelable sur place. Ça pose aussi une question, et quand on l'exploite, voilà, il faudra à terme, en fonction de la durée d'exploitation qu'on aura choisie ou que l'on pourra se permettre sur la Lune, eh bien, comment ravitailler sur le même modèle que l'ISS. Je me réfère beaucoup à l'ISS parce qu'elle montre beaucoup de choses en fait. Pareil, y a des circuits fermés sur cette station spatiale internationale, mais il y a aussi la nourriture, l'eau, etc. qu'on est obligé de refaire venir, on est obligé de se ravitailler sur ces ressources-là. Donc a priori, non, pas reformable, en tout cas à l'échelle humaine. À l'échelle de l'univers, probablement, à l'échelle humaine, non. Oui, sur la présence d'eau sur la Lune, on n'a pas on n'a pas de connaissances. Le problème, c'est que si on a théoriquement l'eau se trouve dans les cratères. Si c'est un cratère depuis la Terre, on peut pas observer parce que c'est dans un cratère. Deuxième difficulté, on envoie un rover. Bon, très bien, mais après, le rover tombe, on perd le signal et il peut pas remonter. Bon, on ne sait toujours pas. Donc il y a une mission qui est en cours pour envoyer un satellite qui va passer juste au-dessus pour pouvoir identifier la quantité d'eau. Et la question en fait, c'est qu'on sait qu'il y a de l'eau, mais pas en quelle densité. Donc on va fouiller du régolithe et il va y avoir de la glace. Mais si c'est inférieur au Sahara, ok, il y a de l'eau, mais s'il faut remuer 10 000 tonnes d'eau, 10 000 tonnes de régolithe pour arriver à trouver un litre. Bof quoi. Donc il y a vraiment la question de la densité. On sait qu'il y a de l'eau, mais pas dans quelle proportion. Il faut attendre la mission. Je sais pas quelle est la mission. Peut-être que Michel saura. Mais je sais pas. Il y a une mission qui est prévue, je crois, dont on parlait, qui était de passer au-dessus d'un cratère lunaire avec un satellite pour identifier la quantité. Alors il y a beaucoup l'eau est attestée par la détection de l'hydrogène, par des réactions neutroniques, etc. Il y a une deuxième détection qui a été faite directement par spectro lors de l'envoi d'un vaisseau spatial dans un cratère qui, à la percussion, a dégagé de la chaleur et a donc fait émettre de la vapeur d'eau qui a été caractérisée en tant que eau. Ça ne dit pas ni sa quantité, ni sa poussière, ni son état. En tout cas, si il y a de l'eau, elle est à moins 200, 220 degrés, donc c'est de la glace. Même si elle est dispersée dans la poussière, c'est du béton. C'est pas du glaçon qu'on attaque facilement. Deuxièmement, il y a de l'eau liée aux roches, d'après l'hydrogène qu'on en a détecté, dans les niveaux équatoriaux, je dirais. Ça a été détecté à partir de la Terre, à partir de Sofia, donc un avion qui tourne. Et actuellement, on n'en a aucune idée de la quantité, de la disponibilité, de la concentration, etc. Parce qu'effectivement, il y a des moyens de l'extraire. Parce que l'eau utilisable dans tous les usages industriels ou physiologiques que l'on peut faire, elle doit être sous forme liquide. Et cette transition-là, elle n'est pas forcément extrêmement simple à faire. Donc, l'eau est un symbole de la vie, et donc quand on veut aller habiter quelque part, on y pense en premier. Est-ce que l'eau dont on parle, qui élément composé chimique, existe, est disponible pour devenir un composé physiologique ou un composé industriel? Les études, vous en avez parlé, sont en cours. On est loin d'avoir trouvé la solution, et tout est imaginé, hein, mais on n'est pas encore... On doit la connaître mieux. Donc effectivement, il y a des missions qui sont prévues avec des lasers pour sonder, etc. Mais les cratères sont profonds, on passe très vite au-dessus. S'il n'y en a pas beaucoup, il faut beaucoup de temps d'intégration, et donc c'est pas facile à faire, et donc on n'est pas sûr d'avoir des bons résultats. Mais là, les gens, dans les 10 ans qui viennent, les gens vont vraiment creuser de l'espace la question. Et du coup, est-ce qu'on peut pas finalement se poser la question
de la précocité peut-être de la mission Artemis, on va dire l'exploration humaine par rapport à finalement des missions qui pourraient être plus en amont pour vraiment dimensionner les ressources en énergie qu'on a sur la Lune avant de vouloir aller l'explorer directement avec un programme quand même très ambitieux et qui demande beaucoup d'énergie. Et ça, quand on fait le parallèle avec d'autres missions spatiales, on peut voir que on se pose exactement les mêmes questions sur Mars. Et sur Mars, on commence aussi à développer des systèmes. Alors pas forcément pour dimensionner tout ce qu'on a besoin comme ressources, notamment énergétiques, mais par exemple en oxygène. En oxygène, voilà, on a un petit instrument sur le robot Persévérance qui s'appelle MOXIE, qui commence déjà à créer des petites quantités d'oxygène parce qu'on sait que c'est une ressource qu'on va avoir besoin. Et finalement, est-ce qu'on va peut-être pas un peu trop vite dans l'exploration des différents corps planétaires? Peut-être qu'on pourrait prendre un peu plus le temps de vraiment être sûr que d'un point de vue énergétique, c'est viable avant d'envoyer une mission, même si, d'un autre côté, le fait d'avoir une temporalité très très rapide, ça force aussi le progrès scientifique et les industriels à développer de nouvelles technologies qui peuvent en plus être utiles pour le commun des mortels après sur Terre. Est-ce que c'est précoce? J'aurais tendance personnellement à dire oui et non, on y est déjà allé. On y est déjà allé. Donc finalement, je crois pas qu'on puisse dire que ce soit précoce, on sait le faire, on a su le faire. En revanche, pour savoir quelle quantité d'énergie on a sur place, on a déjà des éléments, puisque les missions Apollo ont permis de ramener justement des échantillons de sol lunaire, des sondes explorer la nature de la surface sélène, etc., etc. Il faut aussi y aller pour se rendre compte, y retourner, de mon humble point de vue, y retourner aussi pour se rendre compte de ce que l'on aura la capacité de faire avec les moyens technologiques qui sont ceux d'aujourd'hui et qui sont quand même différents de ceux qui étaient, que l'on avait à disposition à l'époque des missions Apollo. Précoce, je sais pas. Pour Mars, peut-être. Mais j'ai moins d'opinion à ce sujet. Sur la Lune, on y est déjà allé, donc pourquoi pas y retourner, surtout que notre niveau technologique a évolué depuis la première mission. Ouais, sur la question, c'est une question d'exploration humaine ou exploration robotique. Alors là, je vais pas y mettre le petit doigt parce que c'est une question qui est assez polémique. Enfin, pas polémique, mais c'est un débat qui est éternel. Efficacité des robots et faible risque, faible coût, mais aucun intérêt médiatique. Les gens s'intéressent pas aux robots, même s'ils font des trucs exceptionnels. Et de l'autre côté, exploration humaine, où on a prix, si on fait un ratio prix-découverte, ça coûte extrêmement cher d'envoyer un humain sur la Lune, donc pourquoi faire du robot? L'avantage, en fait, la question sous-jacente, c'est pourquoi faire sur la Lune et qu'est-ce qu'on veut renvoyer sur la Lune? Et ces missions sont évidemment politiques, mais c'est arrivé le premier. Donc en soi, faire de la science là-haut, c'est pas l'objectif, ce sera faire quelques selfies, repartir, mettre grille à priorité aux Chinois ou prendre la coupe aux Américains, mais il n'y aura pas beaucoup plus. La question qui est sous-jacente, c'est pour moi, c'est intégrer le spatial dans le débat politique et l'attrait de la société. On le voit avec Thomas Pesquet, c'est tous les enfants connaissent Thomas Pesquet, tous les enfants connaissent Sophie Adno. C'est là-dessus où il y a un véritable enjeu, c'est créer un engouement de la société autour des sciences en créant des figures scientifiques pour nos sociétés. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix. Si ça a un prix, ça a plusieurs milliards. Mais donc là-dessus, je pense que c'est vraiment la question qu'il y a derrière. Et faire une idole médiatique, je pense que c'est peut-être aussi efficace qu'une politique publique de Radio France. Donc je pense qu'il y a un vrai débat là-dessus. J'espère que personne n'est de Radio France ici. Mais vraiment, à mon avis, c'est vraiment la vraie question, c'est l'engouement sociétal autour des questions scientifiques. Et là, c'est central. Oui, c'est vrai que le spatial, c'est vraiment quelque chose qui suscite déjà un peu l'émerveillement, le rêve, et que ça peut vraiment susciter de nombreuses vocations pour la suite. Nous qui sommes encore étudiants et encore en contact avec les publics qui s'intéressent à ces différentes technologies, est-ce que vous voyez un petit peu une évolution ou alors une évolution, qu'elle soit positive d'ailleurs ou qu'elle soit négative, quant au public qu'on arrive à attirer dans les filières dans lesquelles on s'est engagé? Alors la filière dans laquelle je me suis engagée, moi, c'est la filière de l'aéronautique. Et Dieu sait qu'elle est
pointé du doigt pour son empreinte environnementale et pour ses émissions de CO2. À juste titre ou pas, je ne vais pas non plus mettre un doigt dans cet engrenage-là. En tout cas, la difficulté à attirer les vocations pour l'aéronautique et donc par extension l'aérospatiale, on va dire, sont, de mon point de vue, et par rapport à l'école que j'ai faite, les milieux dans lesquels j'ai évolué, reviennent souvent sur le débat justement de l'environnement, du CO2, voilà. Et finalement assez peu sur les apprentissages humains, sur la nécessité aussi de ces types de transports-là, aéronautiques, aérospatiaux, sur les retombées des recherches qui sont faites dans le milieu sur d'autres types de technologies qui sont extrêmement importants et qu'on mentionne assez peu maintenant. Enfin voilà, on en entend beaucoup moins parler. On observe une tendance presque un petit peu inverse en ce moment avec auparavant l'aéronautique qui avait tendance à renvoyer quelques principes, des briques technologiques vers l'automobile. Là finalement c'est peut-être un peu plus l'automobile électrique qui aide l'aéronautique à avancer vers de nouveaux modèles énergétiques. Donc un oui et non. Est-ce que ça a des difficultés à recruter par rapport à l'environnement? Oui. Par rapport à la vocation, par rapport à la passion? Non. Et les personnes que je croise dans le cadre de mes activités associatives, comme par exemple le collectif Cap sur l'avenir de l'Aéroclub de France, dont je fais partie, sont tous animés par la même vocation de l'aéronautique, du spatial. Notre dernier événement était sur le spatial d'ailleurs, donc on ne traite pas que des avions. Et on adresse avec beaucoup de sérieux la question environnementale et climatique. Donc voilà, c'est aussi en venant travailler dans le secteur qu'on arrivera à trouver des solutions, aéronautiques comme spatiales. Pour conclure un petit peu... Voilà, on a vu, on va dire, le dimensionnement d'une base spatiale. Hein. Là, forcément, on commence à plus petite échelle avec la Lune, les moyens un petit peu de transport, que ça va certainement nous coûter certains allers-retours pour pouvoir réussir à construire une base sur la Lune. Alors, on parle d'une base sur la Lune, mais peut-être qu'avec la compétition géopolitique, on va devoir réussir à composer avec différents corpuscules de nations, avec peut-être une certaine compétition. Et ça pose forcément un problème voilà, au niveau de qui gère un petit peu l'énergie. Et on n'a pas l'air d'aller vers la situation la plus simpliste de quelque chose de centralisé, mais plutôt vers quelque chose d'un peu plus compétitif et un peu plus d'appropriation. Et d'un point de vue vraiment purement énergétique, voilà, on a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. On a beaucoup parlé du solaire avec les problèmes qu'on peut avoir, notamment de la durée des jours lunaires et malheureusement surtout des nuits lunaires, et des problèmes de stockage d'énergie parce qu'on ne fait pas forcément des batteries qui sont capables de stocker de l'énergie pendant aussi longtemps, même si voilà, il y a des travaux qui sont en cours. Et forcément, l'alternative qu'on utilise déjà, c'est le nucléaire. Et pareil, dans le nucléaire, voilà, il y a différents types de solutions. Et là, il va falloir réussir à entremêler les différents types d'énergie pour pouvoir alimenter cette base lunaire, sachant qu'elle sera composée, comme Pierre-Louis nous l'a dit, de plusieurs modules. Et ces différents modules, il y en a qui sont bien plus énergivores que d'autres. Donc il va falloir réussir à voilà, gérer vraiment la capacité énergétique de la base. Et d'un point de vue énergétique, c'est très bien si on arrive à avoir quelque chose de stable pendant un certain nombre de temps. On peut imaginer des missions de plusieurs mois, avec certainement des roulements pour essayer de garder la base un certain nombre d'années, comme ce qu'on peut faire avec la Station Spatiale Internationale. Mais la Station Spatiale Internationale n'est pas forcément éternelle. On repousse un petit peu sa durée de vie au fur et à mesure. Et donc cette question, on va se la poser aussi sur le long terme sur une base lunaire. Et il va falloir aussi penser à comment la recycler finalement, ou la restaurer. Et ça, bah voilà, ça va être des questions qui vont perdurer pendant encore pas mal d'années. Et il va falloir qu'on essaye de trouver une solution qui sera un petit peu plus aboutie que ce qu'on fait pour le moment sur Terre, que ce soit avec nos centrales nucléaires ou avec les engins spatiaux qu'on envoie directement. Donc voilà, il faut essayer de gérer en fait les différentes temporalités pour déjà répondre un petit peu à ces problèmes qu'on va découvrir au fur et à mesure de notre exploration humaine lunaire et qui va perdurer dans le temps. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous remercier
pour votre attention. Je vais remercier les différents intervenants. Et maintenant, je vous laisse regarder vers les cieux. Hein, notre satellite naturel, on le voit tous les soirs, quasiment. Là, vous pouvez bénéficier d'un merveilleux premier croissant de lune. Et la prochaine fois, peut-être qu'on aura les images en vidéo d'un atterrissage lunaire. Et moi, pour ma part, j'ai pas eu la chance de voir celui en 69, donc j'aimerais bien voir le prochain.